J'aimerais, Bezrat Hashem, vous proposer un petit approfondi, une idée à développer, une lecture, ou une relecture peut-être, en deux temps. Je ne sais pas si on va arriver à faire le deuxième temps, mais Bezrat Hashem. La deuxième partie, ce serait peut-être sur, si on peut le qualifier comme ça, ce serait sur une des raisons, enfin une des missions qu'on a à Hanouka. Alors on sait qu'on doit allumer un air de Hanouka. La Gemara nous raconte en détail qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on allume un air, mais peut-être un petit approfondi. Par rapport à des halachot, on sait que pour qualifier une fête, pour arriver peut-être des fois à comprendre quel est le sens de la fête, alors on va devoir regarder des halachot et en vue des halachot, on comprendra pourquoi Chachamim ont voulu comme ça et pas comme ça. Ça nous aide à qualifier des fois quel est le rôle de la fête. Premier chélek, ce serait plutôt plus général, peut-être sur l'explication de la guerre, du conflit qu'il y a eu entre les Yvanim et les Hashmonaïm. Mais avant tout, j'aimerais juste préciser que quand on lit un passage de la Torah, surtout dans Sefer Bereshit, chaque chose qui va se passer dans Sefer Bereshit, on sait que ce n'est pas des histoires, mais ce n'est pas uniquement pour venir nous apprendre quelque chose. Il y a dorénavant, à partir du moment où cette histoire s'est passée, s'est déroulée, il va y avoir un changement dans la vie. C'est-à-dire que, on va prendre les Havot par exemple, à partir du jour où Avraham Avinu va descendre le Chesed, le monde sera différent. C'est plus le même monde. Yitzhak va descendre le Din, Yaakov Avinu va descendre la Torah, on n'est plus dans le même monde. Tout le monde, à partir du moment où il va y avoir le passage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, va être un monde différent. De même, quand on va remonter à Adam Arishon n'a pas fauté pour lui. Ce n'est pas uniquement une histoire de Adam Arishon qui a fauté. C'est dorénavant, l'humanité va fauter. On est confronté à la faute. Depuis que Adam Arishon a installé la faute, Adam Arishon c'est nous, c'est l'humanité, à partir du moment où Adam Arishon va fauter, dorénavant l'humanité va fauter. À partir du moment où Caïn va tuer Hevel, Caïn va inscrire dans le programme du monde le meurtre. Et dorénavant, on va être confronté au meurtre. Donc, ce qu'ils vont faire comme acte va écrire l'histoire et va changer l'humanité. Deuxième petite préface, on sait que Pshat, Drash, Remez, Sod, Pardes, il y a beaucoup d'explications. Et même dans le Pshat, quand on vient donner un Pshat, on peut emmener le Pshat un petit peu dans des directions différentes. Donc ce que je vous propose, c'est une direction. Ça ne veut pas dire que c'est la définition de la fête, la définition de la marloquette. C'est une lecture. Alors, j'aimerais remonter très tôt, à Noach, où on va voir que Noach a été le seul homme qui va être sauvé du déluge. Et au moment où il va sortir de la Teva, Vayitze Noach min Teva, Tse min Teva, sort de la Teva, Noach il va planter une vigne. Il va planter une vigne et il va se saouler. Ça veut dire quoi, Noach il se saoule? Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach, c'était pas un homme qui perdait ses moyens. Pendant 120 ans, il a construit la Teva. Et jour après jour, il a fait face à tous les Réchaïm et il y croyait. C'est pas un homme léger. Qu'est-ce que ça veut dire que Noach il va se saouler? Peut-être petite explication. La tâche qui va attendre Noach dorénavant, le rôle que Noach il a à remplir, de repeupler le monde entier, c'est très lourd à porter. C'est extrêmement lourd à porter de savoir comme quoi je suis le seul homme et que dorénavant, tout repose sur mes épaules. Alors peut-être que Noach il a bu pour s'échapper. Peut-être que Noach avait envie d'oublier un petit peu tout ça, à l'image de ce qu'on fait nous aujourd'hui, nous, façon de parler, on va boire, on va fumer, on va se droguer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas affronter les problèmes. On préfère les esquiver, on préfère les contourner. Alors on va boire, on va oublier. Mais généralement, ce qui va se passer de la cuite qu'on a pris, ou bien de la drogue qu'on a pris, en principe, il ne va pas se passer des bonnes choses. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Noach il va boire? Et c'est sur ça que je voudrais m'attarder un petit peu. Il va y avoir Cham. Je reviendrai, vous inquiétez pas, je retomberai sur mes pieds pour Hanouka. C'est pas qu'on relit tout le Sefer Bereshit. Cham, il va rentrer dans la tente. Et à l'école, on nous a raconté qu'il s'est moqué de son père. Il a rigolé sur la nudité de son père. Comme ça, on nous a raconté à l'école. On n'allait pas nous dire qu'est-ce que la Gemara elle dit. La Gemara, la Masechet Sanhedrin, elle va nous dire, Rashi ramène, que Cham, il a abusé de son père. Cham aurait eu une relation avec son père. Deuxième Mandéamar, non, il a castré son père. Demande la Gemara, et d'après le Mandamar qu'il a abusé, alors pourquoi il a été maudit le quatrième enfant? Non, il a abusé et castré. D'accord? Donc Cham, il rentre dans la tente, il voit le corps de son père, il va rigoler, il va s'amuser.
il va profiter, il va abuser. En quelque sorte, Ham, il s'intéresse au corps. Ham va profiter du corps, et ce qu'il voit, c'est le corps humain. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps? On s'amuse. On abuse, on profite, on rigole. Vient Shem, et à reculons, il va couvrir le corps de son père. Sans regarder même le corps de son père. Pas je vois mais je me moque pas, non, je veux même pas le voir. Et je vais couvrir le corps de mon père. Qu'est-ce que ça veut dire par cet acte quand il couvre le corps de son père? Il est en train de dire que le corps est uniquement une couverture de quelque chose de beaucoup plus profond. Le corps est une enveloppe. Toi, tu vois le corps en tant que tel, comme si Ham donnait une légitimité au corps. Ham était en fait un homme qui, le corps pour le corps, il a une raison d'existence. Le corps, il vaut la peine. Donc il va légitimer le corps. Shem va rentrer, il va lui dire non. Tu n'as pas compris que le corps est uniquement une enveloppe de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a l'intellect, il y a la neshama. Et donc voilà la discussion entre Shem et Ham, la place du corps dans le monde, la place du corps dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps? Quel est le rôle du corps dans la vie? Alors je voudrais élargir un tout petit peu sur Shem, parce que, en vue des circonstances qu'on est en train de passer en ce moment, on est au profond de l'antisémitisme. Il y a des antisémites, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Et ce qui est intéressant, c'est que antisémite, c'est anti-Shem. On n'aime pas Shem. Alors la Gemara, elle va raconter que lorsque Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a donné au Har Sinaï. Pourquoi Har Sinaï? Pourquoi ça s'appelle Sinaï? Du mot Sina, la haine. On se serait attendu que ce soit le monde du mariage, le monde de je ne sais pas moi, de l'association entre Dieu et les bénis Israël. Non, le monde de la haine. Deuxième appellation de Har Sinaï, Achorev. Chorev Minachon, Cherev, l'épée. Pourquoi? Dit la Gemara, parce qu'à partir du jour où les bénis Israël ont reçu la Torah, est descendue la haine dans le monde. On est le seul peuple qui ont voulu signer un contrat avec Akadosh Baruch Hu. On a été les seuls à dire oui à la Torah, et ça embête les nations du monde. Ça les saoule. On a tous dit non, il a fallu qu'il y en ait un premier de la classe qui dise oui, à cause de toi et à cause de toi. Dorénavant, on ne pourra pas vivre tranquillement. On ne pourra pas vivre sans scrupule. En permanence, c'est le premier de la classe qui nous rappelle que il faut faire les devoirs. Il aurait été mieux s'il n'était pas là. Alors à ce moment-là, on aurait dû dire anti-Moïse, anti-Sinaï, anti-Torah. Pourquoi dans l'antisémitisme, on remonte à anti-Sem, anti-Shem? Shem, c'est même pas l'histoire du peuple juif. Nous, quand on veut nous parler de l'histoire du peuple juif, on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, et encore. Yaakov, il va mettre au monde les 12 tribus, de là va naître le peuple juif. Avant de recevoir la Torah, on est bécoché un peuple, on est une famille qui descend en Égypte. On n'est pas grand-chose, donc l'histoire du peuple juif, elle n'a même pas démarré. Mais non, on tient à préciser qu'on n'est pas anti-Torah, on n'est pas anti-Moïse, on est anti-Shem. Première question. Deuxième question. Le Midrash, il raconte, tout le monde connaît, que Akadosh Baruch Hu, il est venu proposer la Torah à toutes les nations du monde. Est-ce que vous voulez ma Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Lo tirtzach, pas tuer. Ah, zut. Juste tirtzach, lo tirtzach, aïe. On est prêt à tout faire. Kriyat Shema, le Zman du Gaon, il n'y a pas de problème, on est prêt à tout faire. Mais tuer, non, tu comprends, c'est notre ADN. On aime tuer. On va s'engager, mais en fait, on ne va même pas respecter notre engagement. On ne peut pas te dire oui. Au nom de le tirtzach, on va refuser une association avec Akadosh Baruch Hu. Au nom d'une autre nation, de l'Otignov, nous on aime voler, on a besoin de voler. C'est un besoin, c'est vital. Alors comprenez-moi bien que pour refuser une telle proposition de Dieu, il faut avoir un argument en béton. Quelqu'un il te propose un contrat où dorénavant tu vas jouir d'être le peuple élu. Ou tu vas jouir d'une protection, que va te protéger, ça y est, plus personne ne pourra sur toi. Non, non, non. On renie, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui nous dérange. C'est-à-dire que l'argument des goïms est tellement fort qu'ils vont céder à cette association avec Akadosh Baruch Hu. Et le problème, il est que dans toutes les cultures du monde entier, il n'y a aucune culture où dans les lois sociales, ou dans les lois, dans les codes civils, on va dire, écoutez, nous, on fait tout, mais on a le droit de tuer. Non.
On peut tuer. Vous comprenez, c'est notre ADN, c'est notre essence. Tout le monde est d'accord, le tirtzar. Il n'y a personne au monde qui va dire qu'on a le droit de tuer. On est tous d'accord que le meurtre, il est mauvais. Tous. De même pour le vol, il n'y a aucune raison que le bonhomme d'en face de moi, il ait travaillé, et que j'aille lui faire un pickpocket et lui prendre ses 200 euros. Ah, tu comprends, c'est comme ça chez nous. C'est notre culture. Il n'y a aucune culture au monde qui va se dire voleur, qui va se dire tueur. Donc, tu refuses le contrat avec Akadosh Baruch Hu au nom de l'Otirtzar, mais à la fin, tu respectes l'Otirtzar. Tu as tout perdu. C'est dommage. Si encore tu tues, j'entends. Si tu voles, j'entends. Si tu commets l'adultère, j'entends. Mais si de toute façon, dans les lois, ça va être marqué clairement, celui qui tue va en prison, celui qui vole va en prison, alors pourquoi tu as refusé le contrat avec Akadosh Baruch Hu? La différence, le point essentiel, c'est que on est tous d'accord au tirtzar. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de tuer. Mais la question, elle est, qu'est-ce qui s'appelle tuer? C'est quoi la définition de l'otirtzar? Quand c'est que je rentre dans le cadre de tueur, de voleur? On est tous d'accord que si je me lève un dimanche matin et que je tue un innocent, c'est un meurtre. Tout le monde est d'accord, même le goy il est d'accord. Il n'y a pas de question, il n'y a pas photo. Mais qu'est-ce qui va en être si tout d'un coup j'ai une raison valable? Il y a quelqu'un qui me piétine, il y a quelqu'un qui m'embête, il y a quelqu'un qui foire mes plans. Dans un cas pareil, c'est différent. Peut-être que les raisons de l'éliminer, elles sont valables. Donc encore une fois, de tuer gratuitement, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce qui va en être quand on a une raison? Qu'est-ce qui peut s'appeler une raison valable? On a des exemples malheureusement à n'en plus finir. Les Allemands, ils marchaient même. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire on va éradiquer le monde, les Juifs. On va exterminer les Juifs. Nous, tueurs? Jamais de la vie. On n'est pas des tueurs. Au contraire, on est en train de nettoyer le monde de cette vermine. On est en train de se débarrasser de la plus grande klala, la plus grande malédiction qu'il existe dans le monde. Vous allez venir nous dire merci. Nous ne sommes pas des tueurs. Là, on a une raison valable de tuer. Quand un homme politique, il a envie de tuer quelqu'un parce qu'il dérange, il va dire non, c'est pas un meurtre, il dérange la politique. Autre exemple, l'euthanasie. Débrancher quelqu'un qui souffre, il a 120 ans, c'est logique. Et la vérité, c'est qu'on comprend. On pourrait admettre, quelqu'un il souffre, il n'a plus rien à vendre, ça y est, il a terminé sa vie, il souffre, débranche-le. L'avortement. Il y a plein de fois des prétextes ou des raisons qui vont faire que, non, là peut-être qu'on a le droit de tuer. Donc vient le goy en disant, non, ce lotir-tsar là, on est d'accord, mais le lotir-tsar de la Torah, on ne l'accepte pas. Vient Shem. C'est quoi Shem? Shem, c'est le nom. Est-ce qu'il s'appelait Shem? Il n'avait pas un autre prénom? Il s'appelait Shem. Quand on dit que Shem, il s'appelait Shem, ça veut dire qu'il incarne le Shem. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui porte le nom, c'est quelqu'un qui sait donner le nom aux choses. C'est quelqu'un qui sait qualifier les choses. C'est quelqu'un qui sait identifier, et c'est quelqu'un qui sait dire à sa juste valeur, qu'est-ce que c'est ça? C'est une table, c'est pas à peu près. Il va venir définir de manière très exacte chaque chose. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver entre Shem et Cham. Cham, il voit un corps, il dit, ce qui est important, c'est le corps. Shem, il vient lui dire, non, tu t'es trompé dans l'appellation, tu n'as rien compris. L'appellation d'un corps, c'est pas le corps, ce que tu vois, c'est pas ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il va venir donner la réelle définition d'un humain. L'humain, c'est pas le corps. Donc Cham, il voit le corps, il dit, voilà, moi je vois que le corps, c'est tout. Shem, celui qui a cette capacité d'appeler les choses par leur nom, de définir les choses de manière très juste et correcte, il vient chez Cham et lui dit, mais tu n'as rien compris. C'est pas un corps. Ce que tu vois devant toi, c'est une enveloppe. Il va couvrir le corps de son père à l'image de ce qu'est le corps, une couverture donc de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça, c'est la marloquette entre Shem et Cham. Quelle est la place du corps humain dans la vie, dans le monde? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque culture, elle met l'accent sur un autre point. Chaque culture va développer quelque chose de différent d'une autre. Il va y avoir les descendants de Cham, il va y avoir des pays, des cultures, où ils sont tous forts en sport.
Et si nous, on essaye d'imiter, et on essaye de les égaler, on n'y arrivera jamais. Pourquoi on n'arrivera pas? Parce que dans notre profond ADN, dans l'inconscient, dans notre essence, dans notre racine, on n'y croit pas. On n'y croit pas au corps. Alors avec tout ce qu'on va essayer d'être un champion, on n'arrivera jamais à égaler. Parce que l'autre, il a reçu dans l'ADN de son père, son grand-père, de son arrière-grand-père, depuis Ram, que la seule chose qui est importante, c'est le corps. Je me pose toujours la question, est-ce que les Juifs sont plus intelligents que les nations du monde? On est plus intelligents? Peut-être. Je ne sais pas. C'est marqué dans la Gemara que les enfants d'Yerushalayim. Mais tous les Juifs du monde sont plus intelligents? Alors encore une fois, peut-être. Mais je pense que ce qui fait d'un Juif intelligent, c'est tout simplement parce que dans notre ADN, on a bien compris que ce qu'on doit développer, c'est l'intellect. On n'arrive pas à développer le corps. Et donc on va concentrer tous nos efforts dans quelque chose de beaucoup plus profond, dans l'intellect, et donc on va développer l'intellect, et à ce moment-là, on va devenir intelligent. Lorsque Rish Lakish il a rencontré Rabbi Yochanan, il a sauté le fleuve. Discussion, Rabbi Yochanan, t'es beau, t'es fort, et Rabbi Yochanan de lui dire, si tu te donnes à la Torah, je te donne ma sœur, et je crois que je ressemble à un singe par rapport à ma sœur est magnifique. À ce moment-là, Rish Lakish, il décide de se donner corps et âme à la Torah, de faire tchouva. Il essaye de sauter le fleuve, il n'arrive plus. Pourquoi il n'arrive plus? Il a le même corps. Mais dorénavant, il a concentré tous ses efforts dans un autre domaine. Je ne suis plus dans la culture du corps, je suis dans la culture de l'intellect. Et donc, je vais développer l'intellect et je ne peux pas développer autre chose. Si je développe mon corps, je n'arriverai pas à développer mon intellect. Tu peux pas les deux? Non. Surtout qu'il y en a un des deux qui est faux. Il y a une phrase qui dit, on peut la tourner dans les deux sens, là où il y a de l'argent, il y a des juifs. Ou bien là où il y a des juifs, il y a de l'argent. Sauf un domaine. Et pourtant, il y a beaucoup d'argent. Dans le domaine du sport, il n'y a pas de juifs. Il y a plein d'argent, il n'y a pas de juifs. Il y a des cinéastes, il y a des professeurs, il y a des directeurs de banque, il y a des avocats, il y a des chirurgiens. Dans tous les domaines où on va demander l'intellect, le juif est présent. Quand on parle du sport, quand on parle du corps, on est absent. Et pourtant, c'est pas qu'on fournit pas des efforts, c'est pas qu'il n'y a pas des millions qui sont versés pour essayer de rendre le bétard fort. Seulement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que profondément, on a d'autres chats à fouetter. On sait que c'est pas ça la chose la plus importante dans le monde. On sait qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Ça, c'est la discussion entre Ham et Shem. Yéfet, le troisième enfant, il va venir se greffer à l'action de Shem, prendre la couverture avec son père pour venir couvrir son père. La couverture avec son frère pour venir couvrir son père. C'est pas lui qui a l'initiative de tout ça. Il se greffe. Il est d'accord. Mais c'est pas dit qu'il le fait pour la même raison que Shem. Yéfet, comme son nom l'indique, il le fait au nom de quelque chose d'autre. Yéfet, c'est la beauté, c'est le côté esthétique, l'aspect visuel. Et Yéfet, il vient et dit, mais c'est pas beau. Le corps humain tout nu, la nudité, c'est pas beau. Alors je suis d'accord de m'associer avec toi, mais pas pour la même raison. Toi, c'est parce que le corps n'a aucune importance, et que le corps n'a pas de raison d'être en tant que tel, et que le corps est qu'une enveloppe de l'intérieur. Moi, c'est pas pour ça. Moi, je le fais parce que je trouve ça moche. Je trouve ça pas beau. C'est pas esthétique. Alors je vais couvrir le corps. C'est Yéfet. Et de là va naître une énorme discussion entre Shem et Yéfet. Quelle est la place de la beauté dans la vie? A-t-on le droit d'être beau? A-t-on le droit d'avoir une belle voiture? A-t-on le droit d'acheter une belle maison? A-t-on le droit de choisir une belle femme? Beau, c'est intéressant, c'est un sujet. La beauté a sa place dans la vie, dans le monde. Yéfet, il a la culture de l'esthétique. Et on va retomber à Hanouka, vous avez bien compris. Yavan, c'est le troisième enfant de Yéfet. Ron, Yavan. Yavan, c'est le quatrième enfant de Yéfet. Yavan, il va avoir la même culture que son père, et il va développer l'esthétique.
il va développer le visuel. Qu'est-ce que ça veut dire, développer le visuel? Développer l'aspect esthétique? C'est intéressant de voir que c'est les Grecs qui ont inventé l'art. C'est les Grecs qui ont inventé les statues. Les statues nues. Pourquoi nues? Ton père, il trouvait la nudité moche. Ton père, il trouvait que la nudité, c'est pas beau. Et toi, tu inventes des statues nues. Parce que la beauté, c'est subjectif. Si mon père, il trouve ça moche, moi, je trouve ça beau. On n'est pas chayav. On n'est pas tenu par quelqu'un. C'est pas vrai. C'est subjectif. Donc va venir Yefet. Au nom de la beauté, qu'est-ce qu'il va inventer? Il va inventer l'art. Il va inventer la sculpture. Il va inventer les tableaux. Il va inventer la musique. Et il va inventer les stades. Qu'est-ce que c'est les stades? On s'éclate. On se régale, il y a du spectacle. Il y a un spectacle qui est magnifique. Mais la question, elle est, est-ce que le spectacle, il est vrai? Et en fait, il ne se pose pas la question. C'est beau, il y a du spectacle, c'est agréable à la vue, visuel, alors ça vaut la peine. Mais pourtant, il y a des animaux qui souffrent. La torrida, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a des animaux qui souffrent. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a du spectacle. L'essentiel, c'est que ce soit beau. L'essentiel, c'est qu'il y a de l'excitation. On va se boxer, on va se massacrer, on va finir à l'hôpital, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a du spectacle. Il va y avoir l'art de la sculpture, où, est-ce que c'est chinouchi? Est-ce qu'une personne peut dire que c'est normal dans l'éducation que les enfants ils voient des statues nues dans la rue? On s'en fout, c'est pas intéressant, c'est beau. Et au nom du beau, eh ben on va mettre le vrai de côté. On va avoir de l'art, on va avoir des tableaux qui sont magnifiques, qui sont très beaux, mais le message du tableau, il n'est pas beau, il n'est pas vrai. Aussi bien dans les tableaux, aussi bien dans les stades, ou aussi bien dans tous les domaines. Et le domaine qui nous touche le plus, c'est le domaine de la musique. Il va y avoir quelqu'un qui fait de la belle musique. C'est rythmé. Du rap, du jazz. C'est sympa. Il y a du spectacle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il incite à la violence, c'est pas grave. Il incite au viol, c'est pas grave. Il insulte, c'est pas grave. Il dit des gros mots, c'est pas... on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il y a du rythme. L'essentiel, c'est que c'est beau. T'as vu la tête du chanteur? T'as vu ce qu'il émane? À quoi ils veulent ressembler les enfants? Eh ben, au chanteur qui ressemble à rien, qui est tatoué de partout, piercingé de partout. C'est pas grave, c'est beau, il y a du spectacle. Yavan, Yefet, c'est celui qui va parler au nom de la beauté. Et la question, elle est, beauté ou vérité? Shem, il lui dit, mais c'est pas vrai tout ce que tu vends. C'est faux. Moi, je suis là dans le nom, dans la réelle appellation. Est-ce que, s'il y a des animaux qui souffrent, alors le spectacle ne vaut pas la peine? De se marier avec une jolie fille, mais qui n'a pas de bonne qualité, tout le monde est d'accord que non, c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle a le droit d'être. Et aujourd'hui, le message de l'Occident, c'est que si on est beau, on a le droit d'être. On va demander l'avis politique, l'avis économique à quelqu'un qui est beau. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Et alors? Ben, c'est intéressant de savoir ce qu'il pense. Il n'a rien dans le crâne. Il n'a jamais développé son intellect. Mais tu comprends, il a sa place. Il est beau. Il est mannequin. Alors comme il est mannequin, on va lui demander son avis. Et c'est complètement tordu. C'est faux. C'est vide. Noach, il va se lever, il va se réveiller et il va faire du tri. Noach, il se réveille, il apprend ce que Ham lui a fait. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Ham, Eved Avadim. Dorénavant, tu vas devenir un esclave. Tu seras esclave à tes frères. Un esclave, c'est un homme qui va donner tout son corps à son maître. Tu as mis l'accent sur le corps. Tu penses que le corps a le droit d'exister? Eh bien, je vais t'enlever ton identité. Dans la Lacha, on dit que Kol Mashekana Eved, Kana Rabo. Ça veut dire que le Eved, il marche dans la rue et il ramasse une trouvaille, c'est pas à toi. Tu n'as pas d'identité. Tu n'existes pas. Tu n'as pas lieu d'être. Noach est en train de dire à Ham, ta vision, ta perception de la vie n'a pas lieu d'être. Et donc ton corps va devenir un esclave à tes frères et tu as perdu ton identité. Faux. À tel point que tu vas devoir donner tout ton corps à un maître, à ton maître. Et toi, tu es où dans l'histoire?
j'existe plus. Quand vous allez demander à un vrai esclave, quand c'est que tu es content? Il vous répondra, quand mon maître il est content, je suis content. Moi, j'existe pas. Moi, je suis pas intéressant. Moi, je vaux rien. Moi, je suis là uniquement pour servir l'autre. Noach est en train de dire à Ham, tu as perdu ton existence. Cette perception de la vie, de penser que le corps existe, que le corps a une place, que le corps pour le corps, de légitimer le corps, c'est faux. Vient Noach, et il va dire à Yefet, Veishkon be'ohal Hashem. De la même manière que Yefet, quand il va venir couvrir le corps de son père, il se greffe à Hashem. Noach va lui dire, toute ton existence a le droit d'être uniquement si tu te greffes à Hashem. La beauté pour la beauté n'a pas le droit d'exister, n'a pas lieu d'être. Mais la beauté a sa place. La beauté est extrêmement importante. Tout celui qui a une belle maison, m'arrive d'Atosh à la dame. Il n'y a pas de mitzvah de se marier avec une femme qui est moche, du tout. Dans la Torah, on parle de Yefat-Toar, on parle de femmes qui étaient belles. On n'a pas de problème avec la beauté, mais la beauté n'a pas un droit d'existence en tant que telle. La beauté n'est pas légitime en tant que telle. C'est pas parce que tu es beau que tu es intéressant. Et je vais essayer de le traduire juste peut-être dans des actions qui sont un petit peu plus proches à nous. Une fois, je t'ai invité quelque part un Shabbat, et le vendredi soir, il y avait une décoratrice qui a mis un fil de lumière sur la table. Des LED, pas des LED, je ne sais pas exactement ce que c'était. C'était très beau. Et moi, je lui ai demandé, mais comment en débarrasser? Peut-être que c'est Mouktsé. Si, ça a été posé sans faire exprès. Alors on peut basculer la table. Mais les khatrila, on a le droit de mettre du Mouktsé sur une table. Et après faire appel à toutes sortes de techniques. Je ne sais pas si on a le droit. Je dis, ah bah, tu vas pas m'enlever ça. C'est pas possible. C'est trop beau. Au nom de la beauté, quelque part. Ouais, mais c'est Mouktsé. Mais c'est assourd. On va aller s'acheter un costume, on va aller s'acheter un jean super troué. Trop beau. Oui, mais c'est pas conforme à la halakha. Mais c'est trop beau. Donc, je vais redescendre cette idée-là chez nous, où nous-mêmes, on est des fois confrontés au beau et au vrai. Combien de place on va donner au beau? Est-ce que le beau, il a le droit d'être uniquement parce qu'il est beau et c'est tout? Mais il recouvre rien. Il n'enveloppe rien du tout. Viens Noach dire à Yefet, tu n'existes uniquement si tu enveloppes Shem. Si tu relèves, si tu embellis Shem. Tu n'as pas de place en tant que tel. Par contre, si tu viens embellir Shem, c'est l'apogée. C'est magnifique. On aura et le nom, et on aura et le cadeau, et l'emballage, et le petit nez au-dessus. Je pense que c'est ça la marloquette qu'il y a eu entre Shem, Ham et Yefet. Et comme on a dit, ça va installer dans la vie, dans les cultures, ça va installer dans le monde que Shem, dorénavant, c'est un homme qui est penché, qui est préoccupé par donner la réelle appellation des choses. Ce qui embête les goïms, c'est que nous, on va donner la réelle appellation de l'Otirtzach. On va dire, tu sais, c'est quoi l'Otirtzach? Moi, je ne sais pas, c'est quoi? Viens, on va voir dans la halakha. Si on n'a pas le droit de débrancher, c'est qu'on n'a pas le droit. Et on est là en train de donner la réelle appellation de l'Otirtzach, de l'Otignov, Parot Mishabe Pruta. Et alors, c'est du vol? Non, ça va, c'est rien. Je me suis juste essuyé dans sa serviette. Donc, encore une fois, eux, le l'Otirtzach, ils sont d'accord. Et pas quand ils ont des raisons. Vient Shem, et c'est ça qui dérange les goïms, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne la réelle appellation aux choses. Et c'est ce qu'on fait toute la journée dans la Gemara. On se casse la tête pour savoir exactement comment définir ça et comment définir ça. Et on est mévater sur rien du tout. On veut savoir exactement chaque petit détail, quoi, qui, quand, comment. C'est Shem. Et donc, c'est pas uniquement la Torah qui nous embête. La Torah, on aurait pu s'arranger avec. On aurait pris le Tirtzach avec nos définitions. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un homme ici qui va donner la réelle appellation des choses. Là, ça nous embête. C'est pour ça qu'on va remonter à Anti-Shem. C'est très intéressant de voir qu'il y a une mitzvah générale de Zekeli Vanveu, d'embellir les mitzvot. Etrognae, Lulavnae. Comment on embellit la mitzvah de Hanouka? On achète une belle Hanoukia. Donc, pour accomplir cette mitzvah de Zekeli Vanveu, on va emprunter un objet de valeur, un bel objet. D'ailleurs, c'est subjectif. Il y en a qui vont préférer le bois, il y en a qui vont préférer le cuivre, en fonction de la beauté de la culture. Mais dans la mitzvah de Hanouka, la Gemara dit qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Ner Ish ou Beto. La mitzvah pure, un ner. Ensuite, il va exister
Méadrin. On n'est pas dans un Kilivan Vehu. On n'est pas dans la mitzvah globale, générale, d'embellir les mitzvot. On est dans le vif de la mitzvah. Et là, on nous dit qu'il y a la mitzvah, il y a Hidur, embellir la mitzvah, et il y a Méadrin des Méadrin. Dans quelle mitzvah on va retrouver un Hidur qui n'est pas de Zakelivan Vehu? Alors je pense que le pshat il est que, puisque la guerre des Evanim était justement sur la beauté, viennent Chachamim en te disant, dans la mitzvah, je vais t'expliquer où est la place de la beauté. Il va y avoir du Hidur. Et après le Hidur, tu peux être Méader des Méader dans la mitzvah. C'est là la place du Hidur. Davka dans Hanouka, on va nous dire qu'il y a une place au Hidur parce que c'était justement ça la guerre. Les Yevanim parlaient au nom de la beauté, viennent Chachamim pour répondre en disant il y a la mitzvah et voilà je vais te donner la place du Hidur. Hidur, et dans le Hidur tu peux faire même Méadrin des Méadrin. Rapidement, deuxième volet. Il y a dans les Ilchot Hanouka, Hanouka a priori, c'est la fête la plus sympa de tout le calendrier juif. Il y a 0 contrainte. Il n'y a pas de Issour Melacha, une demi-heure pendant. Pas de Issour Melacha. Il n'y a pas de. Combien ça coûte? Une bouteille d'huile. Peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas très riches, mais une bouteille d'huile aujourd'hui, c'est insignifiant. 0 contrainte. C'est la raison pour laquelle tout le peuple juif, tout Israël va fêter Hanouka, même le Kenyon. Le Kenyan va fêter Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est sympa, il n'y a pas de contrainte. C'est pas qu'on ne peut pas manger du pain, c'est pas qu'il faut dormir dans la souka, c'est pas qu'il faut aller à la synagogue écouter. Ah, rien. Tu allumes une bougie, tu offres des cadeaux, tu manges des beignets, tu grossis un peu, et fête de famille, il n'y a rien. Quand on va étudier les Ilchot Hanouka, en tout cas pour moi, j'ai presque été traumatisé de la complexité qu'il y a dans les Ilchot Hanouka. C'est infini. C'est interminable. Il y a des bouquins entiers qui sont sortis sur les Ilchot Hanouka. Et presque tu te demandes, est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre la fête de Hanouka et tout ce qui a été écrit? C'est trop. Et où on allume, et comment on allume. Et Tosfot qui va dire, ah, tu veux faire Méadrin des Méadrin. Tu peux pas faire Méadrin. Tu es embêté. Eh ben, tu peux pas faire. Et où tu vas allumer? Si tu allumes à la porte, tu n'es pas utilisé des chova à lui. Si tu allumes à la fenêtre, tu n'es pas utilisé des chova à lui. Bon, je veux m'acquitter d'après tout le monde. Non, c'est compliqué d'être s'acquitter d'après tout le monde. C'est extrêmement compliqué. On parle de quoi? On parle d'allumer un Ner Hanouka. C'est pas si compliqué que ça. Nerot Shabbat, tu lui mets à table de Shabbat et c'est tout. Nerot Hanouka, c'est une folie. Et je m'arrêterai sur une halakha intéressante où c'est marqué comme ça. Quelqu'un qui a Shnei Ptachim. Quelqu'un qui aurait 2 portes. Une qui donne sur la rue de droite et une sur la rue de gauche. Où il doit allumer la Hanoukia. Les deux, c'est Rish Parabim, identiques. Où il allume la Hanoukia, dit la halakha Shulchan Aruch, dans les deux. Mi pene a chashad. C'est quoi le chashad? C'est que quelqu'un, il passe devant ma porte, il dit, ah bah bravo monsieur, il n'a pas allumé la Hanoukia. D'accord? Sauf qu'on va faire un parallèle avec Ilchot Tfila. C'est marqué que s'il y a un Beth Knesset dans la ville, une Tfila, une porte. Un horaire, 7 heures. Je n'ai pas le droit de passer devant la porte à 7 heures sans rentrer. Pourquoi? Parce que les gens ils vont me dire, ben, il n'y a pas d'autre fila. Et donc, quelque part, j'incite les gens à penser du mal de moi. Et moi, Vitem Nekim, je dois faire attention à mon image. Tu n'as pas le droit de passer et de donner quelque part l'occasion aux gens de penser du mal de toi. Et s'il y a 2 portes, tu peux passer devant la porte, ça ne dérange pas. Il n'a qu'à penser que tu rentrais par l'autre porte. Elle est où la mitzvah de Kav Zechut? De juger favorablement? Et dans le Chot Hanouka, on ne dit pas ça. On ne dit pas que si j'ai 2 portes, il n'a qu'à penser que j'allume de l'autre côté. Tu n'as qu'à juger favorablement. Moi, j'ai allumé à droite avec tous les Hidurim, toutes les Kavanot, Arizal, avec Zekelivan Vehu, toute la famille. Et donc on me dit, tu sais, ta mitzvah bof. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui. Ils ont qu'à aller yeshiva, écouter un peu de moussard. Et faire un petit peu de Kav Zechut. On peut répondre techniquement que quelqu'un qui passe devant une porte, il n'est pas au courant qu'il y a une 2e porte dans une choule, il sait. Là, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être, juste. Autre halakha qui est très intéressante, c'est le fameux Rambam. Le Rambam, dans la dernière halakha, il dit, je crois que c'est la fin de Perek Dalet, il dit, Chaviv, la mitzvah de Hanouka nous est très très chère. Très très chère. Ad quel écart jusqu'à
qu'un homme, il doit vendre sa chemise pour accomplir la mitzvah de Hanouka. Jusqu'à vendre ta chemise, tu n'as pas d'argent, vends ta chemise. Et pour tes tefilines, pas la peine. Pour ta souka, pour des mitzvot midéoraita, pas la peine. À nous, c'est un chamal apatré, c'est cas force majeure, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas accomplir la mitzvah. Et malasa, travail, dommage. Pour Hanouka, qui est une mitzvah midérabanan, on est deuxième Beth Amikdash, le Rambam va dire, vends ta chemise. Ma putain que j'allais vendre ma chemise. Pirsou Benissa. C'est quoi Pirsou Benissa? C'est de la pub pour Dieu. Je fais de la pub, vous avez vu, Dieu nous a fait. Les Farsem et Tanès. J'ai pas cru qu'il y a besoin de pub. C'est quoi cette mitzvah? Alors il me semble, en plus la Gemara elle dit Ner, Ish ou Beto. C'est une mitzvah où on n'implique pas que l'homme. Les tefilines, moi je suis tenu de mettre les tefilines. Ner, Ish ou Beto, c'est ta maison. Alors il me semble que ce qu'on fait quand on allume un ner de Hanouka, on n'est pas en train d'accomplir une mitzvah. On n'est pas uniquement en train d'accomplir une mitzvah comme d'autres mitzvot. L'enjeu ici, et c'est ça l'explication de Pirsou Menissa, c'est qu'on est en train de parler d'une identification. On est en train de parler de qui est juif et qui ne l'est pas. Mi Hachem est là et qui fait partie du groupe d'Akadosh Baruch Hu et qui ne fait pas partie du groupe d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, il n'y a pas de force majeure. Ça n'existe pas, j'ai pas pu dire que je suis juif. Elle m'a vendu ta chemise. Tu n'as pas pu accomplir une mitzvah, d'accord. Mais si je ne peux pas dire que je suis juif, vends ta chemise, barour. L'enjeu, il est beaucoup trop important. On n'est pas dans l'accomplissement du mitzvah technique. On est en train de parler de ton identité. Quand on parle de ton identité, il n'y a pas de cas de force majeure. Alors tu vas et tu vends ta chemise et tu allumes. Et je pense que, Mipnei Hachad, pourquoi si quelqu'un il passe devant la porte et qu'il me soupçonne, c'est un problème. Moi j'ai accompli ma mitzvah de l'autre côté. Alors j'ai toujours, ici la politique c'est la folie. Quand quelqu'un veut soutenir un parti politique, alors il veut crier pour qui il vote. Chas v'shalom, qu'on ne me soupçonne pas que j'ai voté pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, pour les Chassidim. Non, chas v'shalom. Les Havdil en France, quand on supporte une équipe de foot, chas v'shalom, qu'on me mélange entre l'OM et le PSG, non pas PSG, l'OM et Bordeaux. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on va faire? On va placarder tout le balcon. On va en mettre des autocollants sur la voiture, sur la boîte aux lettres, de partout. Pour pas que chas v'chalila, quelqu'un il me soupçonne que sans faire exprès, je vote pour un Ashkenaz ou un Sfarad ou un Chassid, ou que je supporte une autre... Chas v'shalom, je parle de mon identité. J'ai besoin que tout le monde le sache. Je me balade avec les chartes, les enfants, ils ont les porte tout de partout dans la voiture, tout. Chas v'chalila. Tu comprends, tu imagines, une fois quelqu'un me soupçonne de supporter une autre équipe, mais pour moi c'est la fin des temps. Je pense que Hanouka c'est ça. Hanouka c'est de crier son identité, de venir hurler en disant on appartient à Akadosh Baruch Hu. On n'est pas uniquement en train d'accomplir une mitzvah technique, on est en train de dire qui on est dans cette guerre. On vient dire, voilà, nous, on fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. On fait partie de Shem. On fait partie de ceux qui sont préoccupés par la réelle appellation des choses. Et c'est pour ça qu'on étudie les Gemarot toute la journée. Et c'est pour ça qu'on va se prendre la tête à savoir, c'est ça la définition ou c'est ça la définition? Parce que c'est la seule chose qui est vraie. Et on est en train de crier notre identité en disant, on n'a pas envie de se laisser avoir par le message de la vie, par le message de l'Occident, par le message de Yéfet, la beauté au nom de la beauté. Pour nous, la beauté n'a pas lieu d'être. Si ce n'est qu'elle vient relever le Shem. Lorsque quelqu'un va aller en Chidour, et qu'on lui a loué les qualités de la fille, et qu'en plus de tout ça, elle est belle, c'est magnifique, la photo est magnifique. Mais personne n'a envie de se marier avec une jolie fille si elle a des midotes moisies. Personne n'a envie d'avoir une belle maison. Aujourd'hui, on nous vend que celui qui est, pour vendre les journaux, alors ils mettent un couple de stars qui sont beaux, belles voitures, belles maisons. Quand tu vas les creuser un tout petit peu à l'intérieur, il n'y a ni du respect, ni de l'amour, il n'y a rien. Tout ça, c'est une enveloppe qui vient envelopper du vide, du mensonge. Quand on allume les néros de Hanouka, on vient dire qu'on va faire attention à appartenir à Shem. De ne pas se tromper, de ne pas faire passer la beauté avant le Shem, avant le vrai, le beau, le vrai. On est là préoccupé par des choses qui sont vraies, et c'est comme ça que à Hanouka, on vient allumer cette petite bougie. Alors, je m'arrête là, Bezrat Hashem, quand on allume notre lumière, qu'on sache quel est le message de cette lumière, que Bezrat Hashem nous amène une vraie Géoula et une belle Géoula.